Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Betty. Merci de me recevoir au sein de ton atelier, de ta galerie. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé et de nous faire découvrir donc, tout ton univers. Donc on a longuement dialogué autour de certaines de tes collections, autour de tes voyages au Guatemala. Et aujourd'hui tu nous as présenté certaines œuvres en cours de réalisation, certaines œuvres qui sont issues de séries différentes que tu as pu exposer à l'international. Et moi j'aurais aimé découvrir mais qui est Jocelyn Akwaba-Matignon? Ça va être une longue histoire. Oui, en quelques mots, avant de parler d'une œuvre spécifique. Non, pour résumer, au départ, Jocelyn Akwaba-Matignon, c'est une recherche de qui je suis. Akwaba-Matignon, parce que c'est l'histoire de mon père et ma mère qui se sont rencontrés. Une longue histoire, mais on va passer dessus. On va dire que l'élan artistique, il est né justement de mon père adoptif, Francis, qui avait fait la guerre d'Algérie, et c'était un grand dessinateur. Il fabriquait aussi des quilles pour les soldats, et il fabriquait ses pinceaux avec des poils d'âne. Voilà, et c'est lui qui m'a un peu initié au dessin, qui m'a sensibilisé à ça. Et quand j'ai commencé à travailler, dans l'informatique, mais ensuite j'ai été maître verrier, je travaillais le verre, sous toutes ses formes. Donc toujours avec beaucoup de dextérité des métiers. Oui, parce que, oui, pour travailler... Le souci du détail. Voilà. Moi j'étais à Murano, j'ai pu voir comment les verriers entre le... C'est très technique. C'est très technique, mais c'est aussi lorsqu'on fait des dessins, lorsqu'on donne des formes, lorsqu'on fait le travail aussi qui devient artistique finalement. Parce que le verre, après le verre trempé, devient une forme d'art. Et puis il faut aller vite parce que le verre est en fusion. Donc on doit travailler assez vite. Mais en fait, j'ai voulu aller au-delà de ça. Et puis un jour, j'ai découvert la peinture parce que je n'avais pas forcément de famille en Guadeloupe qui m'avait initié à ça. Mais ça m'a parlé. C'est devenu comme, je suis tombé comme une sorte de goutte sur un buvard. Ça m'a absorbé. L'art m'a absorbé. Et donc là, je suis allé aux Beaux-Arts, voilà. Tu es devenu insatiable. Et puis j'ai fait mon circuit. Et puis je me suis nourri de ça et ça m'a construit. Voilà. Et en fait, le premier cheminement que j'ai fait, parce qu'en fait à l'époque j'habitais à Nantes et je faisais partie de l'association Les Anneaux de la Mémoire, que j'ai participé pendant 12 ans. Et là, j'ai travaillé, on va dire, l'esprit de la forêt. Donc j'allais dans les forêts pendant plusieurs jours avec ma voiture et je m'imprégnais de l'esprit de la forêt. Après, dans le cadre des Anneaux de la Mémoire, je suis parti comme photographe en Afrique, au Burkina Faso. Et là aussi, ça m'a transcendé. J'avais les poils qui se dressaient et j'ai travaillé sur le masque africain, sous toutes ses formes. Après, j'abrège, Après, j'ai travaillé donc en revenant en Guadeloupe dans les années 2003, donc ça fait déjà quelques années. J'ai travaillé sur la troisième partie de mon identité. Parce que si tu as observé, mon logo, c'est un triangle qui signifie Europe, Afrique, Amérique. Et donc, j'ai travaillé donc sur le monde amérindien. Et là, en travaillant sur le monde amérindien, je me suis imprégné du monde amérindien. Je suis rentré dedans et j'ai travaillé, et surtout sur le monde maya. Et en 2010, j'ai fait mon premier voyage au Guatemala, dans le monde maya. Voilà. Et puis là, ça m'a transformé. Cette recherche initiatique, ce détail de couleurs, cette imprégnation avec le Tiwakan, avec les symboles aussi qui sont hautement holistiques et hautement aussi vibratoires. Donc j'aurais aimé comprendre quelle est ton œuvre, si tu devrais décrire une œuvre qui t'a le plus interpellé, sur laquelle tu as mis le plus, non seulement tu as voulu le plus symboliser ta passion, ton travail artistique, qui ferait le plus écho en fait à qui tu es. Tu sais, c'est un cheminement. Donc en fait, à un moment donné, voilà, il y a une série, mais à un moment donné, cette toile-là, elle va être remarquable, entre guillemets, remarquable. Et puis, quelques temps après, il y en a une autre qui apparaît. Donc en fait, c'est un chemin. Donc une des toiles les plus remarquables pour moi, c'est une grande toile qui s'appelle Les 7 rameurs, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. À l'instant cette toile. Il y a aussi celle-là. C'est une œuvre. En fait, puisque tu nous disais qu'elle est à l'envers, en fait, et que tout le sens est inversé. Tu m'expliquais que dans la culture guatémaltaise, les gens ne donnent pas de sens, et justement, ils se réapproprient un peu le... Alors,
Oui, alors cette toile-là, elle a été présentée en Corée. En 2016, j'ai fait une exposition à Séoul où j'ai présenté 40 toiles et celle-ci fait partie de cette série-là. Mais ce que tu dis là, le fait de travailler à l'envers, c'est l'ensemble de mon travail. L'ensemble de mon travail, il est basé sur les Heyoka, qui est une société, on va dire, un peu secrète chez les Indiens Lakota, aux États-Unis. Des rites. Voilà. Et eux, ils font tout à l'envers, parce que Heyoka, ça veut dire les clowns. Donc en fait, ils font tout à l'envers, mais c'est pour nous questionner sur nos concepts, nos habitudes, comment on dit bonjour, comment on mange, comment on s'habille. Voilà. Et en fait, à partir de cette idée-là, je me suis dit, ben moi aussi, je vais peindre à l'envers. Alors pas forcément en tournant la toile comme Baselitz, par exemple, hein, mais plutôt en disant, ben voilà, quand je vais terminer l'œuvre, ce qu'on va penser être le fond de l'œuvre, c'est ce que j'aurais mis en dernier. Donc je peins à l'envers. Donc les couches successives se recouvrent plus ou moins. Et à la fin, ben, il se passe quelque chose, mais c'est le fond de la toile qui revient au premier plan. Alors, donc c'est ça que ça veut dire pour moi, peindre à l'envers. Dans la culture guatémaltèque, on sait que les Mayas, avec la Cité du Soleil, ça fait partie d'une des merveilles du monde. Ce sont des espaces qui ont entre la connexion entre la terre, le ciel, et ils faisaient des formes géométriques où ils communiquaient. On disait même que c'est visible depuis la Lune. Toi, est-ce que, lorsqu'on regarde ton œuvre, tu aurais aimé qu'on s'identifie totalement à cette culture, c'est-à-dire qu'on laisserait cette toile et qu'elle puisse totalement s'imprégner dans la culture guatémaltèque et que tu puisses quelque part, enfin, c'est plus ton histoire personnelle, c'est plus, mais que ces entités que tu représentes, que ces rites peut-être où tu remets quelques éléments, que tu t'identifies totalement dans cette culture-là en fait, un peu comme dans l'ancien temps, tu sais, puisqu'ils étaient un peu déifiés à l'époque. Est-ce que c'est ça le but ultime de ton cheminement? Non, alors non. Le but ultime de mon cheminement, c'est pas ça. Quoi? Le but ultime, enfin s'il y en a un, parce qu'il peut toujours changer. J'avance et l'horizon recule. Mais moi, ça va me rappeler les écrits de Chamoiseau. Moi, j'aime beaucoup Chamoiseau, parce qu'en fait, si tu prends les premiers grands écrits comme Texaco ou autres, c'est très Martinique. C'est très roots Martinique. Mais dans un de ses derniers livres, comme Les 9 consciences du mal fini, quand il écrit, tu sais plus, tu peux être en Afrique du Sud, en Suède, en Chine, en Martinique, en Guadeloupe, c'est devenu universel. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je m'appuie sur ma culture. Je parle français, je parle créole, je suis guadeloupéen, je suis issu de ça. Et c'est ça qui m'a nourri, m'a construit. Mais après, je m'intéresse, alors je me suis intéressé à la spiritualité du monde maya, mais maintenant, je m'intéresse un peu aux spiritualités du monde, c'est-à-dire quelles sont les grandes questions que les hommes se posent, quelle que soit leur culture. Voilà. Parce qu'on a tous des interrogations qui sont communes, quel que soit de là où on vient. Et en fait, c'est dans ce sens que je veux travailler, c'est-à-dire que même si je m'appuie sur ma culture et sur certains éléments, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais ce que je veux dire, c'est d'arriver à une sorte d'universalité du regard, c'est-à-dire regarder les choses, mais au-delà de notre culture. Voilà. En fait, qu'est-ce qui nous relie? Cette œuvre-là fait partie d'une série de 20 œuvres. Cette série, elle s'appelle Dialogue entre l'art et l'archéologie. C'est les voix du silence. Et en fait, ouais, tu peux. Et en fait, avec Sébastien Peromino, qui est consul honoraire du Guatemala et archéologue, pendant 2 mois, c'est un projet qu'on avait monté ensemble, on a visité des sites mayas au Guatemala. Et on en a visité plein. Voilà, ça c'est l'origine. Voilà. Et non mais c'est bon, ça va, on a vu. Voilà. Bon. Et suite à cette visite de site maya, attends, je vais la refaire, non? Parce que là sur la photo tu vois pas très bien, mais il y a aussi du détail. Hein, il y a du détail à l'intérieur.
forêt, ben, tu vois, Tout à fait. tu découvres C'est encore. à l'encre de Chine. Oui, oui, ça c'est de l'encre. Ouais. Et en fait, on a visité l'ensemble de ces sites. Et suite à ça, on en a choisi 20. Parce que 20, c'est symbolique. D'ailleurs, cette toile-là représente bien le nombre 20, puisque 20, c'est nos doigts, des mains et des pieds. C'est 20. Et d'ailleurs, le calendrier maya, il est en vigésimal, base 20. Mais en fait, chaque fois que tu fais une œuvre, il y a une symbolique. Ah, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un sens. Donc on en a choisi 20. Et lui, l'archéologue, a écrit sur ces 20. Moi, j'ai fait 20 œuvres de grand format, comme ça, avec mon regard à moi, ce que je ressentais. Vous avez fait communier vos deux regards pour faire une exposition qui donc s'est appelée Dialogue entre l'art et l'archéologie, enfin Les Voix du silence, dialogue entre l'art et l'archéologie. Et cette œuvre-là, eh ben, c'est une pierre, c'est une sculpture allongée, tu vois, qu'on a vue dans un lieu, qui est à peu près de cette taille-là, où effectivement il y a un squelette, ça représente un squelette, d'accord ? Et ben, on l'a photographié dans tous les angles, et puis moi ben, je m'en suis inspiré. Voilà. D'accord, parce que en fait, lorsque tu vois, je détaille, j'ai vu que c'est la seule œuvre où on voyait quand même un corps humain qui se détache. Voilà. Là, et ça m'a interpellée, je me suis dit, est-ce que tu avais envie de réinterpréter parce qu'on n'a pas le... Parce que là, je l'ai interprété. Si, il s'appelle Kémé. Oui, mais on n'a pas le l'explicatif. contexte. Parce que là, tu vois, de sa tête sort 3 de mes personnages. Tu vois, ça, c'est mes personnages. Le Kioukan. Donc, il y en a 3 qui sortent de sa bouche. Voilà. Et la particularité de ce personnage, c'est que ses mains et ses pieds, ce ne sont pas des os. Tu vois, c'est un squelette. Tout à fait. Mais ses mains, c'est de chair. Et ses pieds aussi sont de chair. Parce que ça va faire référence au nombre 20. Et puis aussi au jeu de balle maya, où on n'a pas le droit de toucher la balle avec les mains et les pieds. Et puis l'autre particularité des mains et des pieds, c'est que à l'intérieur des mains et des pieds, pour tous les êtres humains, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de pigment. Puisque c'est ce qui va nous permettre d'être reliés au ciel, et c'est ce qui va nous permettre d'être reliés à la terre.